Je donne la parole à Madame Georgette Gagnon. Monsieur le Président, au cours des dernières semaines, j'ai voyagé en Afghanistan. Je suis allée dans les zones éloignées, les provinces du Nord et les provinces frontalières de l'Est. Et lors de ces visites, le peuple afghan n'a eu de cesse de m'envoyer des messages, qu'il s'agisse des Afghans rentrés chez eux, des entrepreneurs, des familles touchées par le séisme, les conflits, les communautés rurales, urbaines, les femmes et les filles. Ils ont tous souligné les pressions auxquelles ils font face, économiques, humanitaires ou liées aux droits humains. En apparence, l'Afghanistan, sous les autorités de facto, reste stable. Le contrôle administratif et territorial a été renforcé. Il ne semble pas qu'il y ait de contestation significative sur le plan armé ou politique au régime. Les autorités de facto présentent leur principale réalisation comme étant la paix et la sécurité nationale. L'avenir sur le plus long terme pour l'Afghanistan est tributaire des dynamiques internes au sein des structures de gouvernement des autorités de facto, notamment des tensions opposant les politiques idéologiques, exerçant de fortes pressions sur le peuple afghan et des approches relativement pragmatiques qui ont permis de porter jusqu'ici le système. À ce stade, on voit que les autorités de facto exercent un contrôle croissant sans que cela ne semble prendre fin. Et dans ce contexte de risques et d'incertitudes qui se multiplient, je voudrais mettre en avant 3 domaines indissociables: la situation politique et économique, la situation des femmes et des filles, la situation plus générale des droits humains, la situation régionale et l'importance d'un dialogue international continu. Monsieur le Président, les indicateurs macroéconomiques font état d'une certaine stabilisation. La croissance économique a été positive. Il y a eu des investissements sur le long terme dans l'infrastructure. La stabilité budgétaire a pu être préservée et la mobilisation de recettes s'est améliorée malgré des défis tels que les sanctions, les tensions régionales et la fermeture de la frontière orientale depuis octobre dernier. La stabilité toute relative a également permis l'adoption de mesures positives, notamment une quasi-éradication de la culture de pavot. Toutefois, les risques perdurent, illustrant la fragilité des efforts actuels de stabilisation économique avec de lourdes répercussions politiques. L'un des risques est démographique. Des retours massifs en provenance des pays voisins ont provoqué une forte augmentation démographique. Près de 5,9 millions de personnes sont rentrées depuis 2023, c'est-à-dire une augmentation de la population de plus de 10%. 2,8 millions d'Afghans devraient rentrer cette année. Ils sont nombreux à avoir très peu de biens, de perspectives, de moyens de subsistance. Les Afghans rentrent dans des communautés, dans une économie qui ne peut pleinement les absorber. La Banque mondiale l'a dit. En termes réels, les Afghans s'appauvrissent. Pour atténuer ces pressions, nous répétons l'appel du secrétaire général à l'endroit de tous les pays renvoyant les Afghans en Afghanistan. Il faut que ces pays honorent leurs obligations internationales en matière de protection, y compris le principe de non-refoulement. Il faut que ces pays garantissent que les retours soient volontaires, sûrs, se fassent dans la dignité et aillent de pair avec un soutien continu à la réinsertion des Afghans qui rentrent au pays. L'Afghanistan reste le théâtre d'une des pires crises humanitaires au monde. 21,9 millions de personnes, c'est-à-dire environ 45% de la population, a besoin d'aide humanitaire en 2026. Monsieur le Président, la démographie de l'Afghanistan est essentielle pour bien comprendre la situation. Plus de la moitié de la population a moins de 25 ans. Une génération qui devient adulte à un moment où les débouchés manquent, notamment pour les filles, mais surtout maintenant pour les garçons également qui cherchent un avenir ailleurs. Il y a également des facteurs économiques.
peu de perspectives d'emploi, une diminution des revenus des ménages, une rivalité croissante alors que les emplois font défaut, notamment dans les zones urbaines qui sont déjà sous pression en raison des Afghans rentrant au pays. Il y a également des pressions environnementales. L'Afghanistan continue de pâtir de sécheresse prolongée, de pénurie d'eau, de dégradation des écosystèmes, autant de facteurs qui mettent à mal les moyens de subsistance dans l'agriculture, principale source de revenus pour plus de 70% de la population afghane, ce qui ne fait qu'accélérer la pauvreté en zone rurale. Ces tendances convergent pour exacerber les risques existants et créer des conditions propices à une augmentation de la migration, de la marginalisation sociale, politique, économique, de l'insécurité croissante et d'une radicalisation potentielle. Monsieur le Président, s'agissant des femmes et des filles afghanes, il faut être très clair. Ce à quoi nous assistons sont des restrictions graves qui se durcissent, l'imposition de discrimination systémique institutionnalisée avec de longues conséquences sur la société afghane dans son ensemble sur plusieurs générations. Selon les estimations, 3,8 millions de filles de 7 à 18 ans ne sont pas scolarisées, dont 2,6 millions d'adolescentes. Chaque année, environ 250 000 filles supplémentaires sont définitivement exclues de l'éducation secondaire. C'est une génération de talents et de potentiel perdus. Les retombées dépassent largement le cadre de l'éducation. Selon les dernières analyses de l'UNICEF, les restrictions imposées à l'éducation des femmes et leur participation au marché du travail ont des lourdes conséquences sur l'économie du pays et sapent le développement économique à long terme de l'Afghanistan. Des secteurs tels que la santé et l'éducation voient le nombre de femmes professionnelles chuter et selon les prévisions, ce seront 25 000 employés qualifiés qui seront perdus d'ici 2030, avec des conséquences sur la prestation de services, des conséquences sur l'accès des Afghans aux soins de santé, notamment les femmes et les enfants, et avec des conséquences sur la santé maternelle et infantile. Ce coût humain et financier ne fera que s'aggraver et grossir avec le temps. La solution suppose que les autorités de facto lèvent les restrictions imposées à l'éducation et l'emploi des femmes et des filles dans l'intérêt de tous les Afghans et de toutes les Afghanes. Il faut également entamer un nouveau chapitre dans les relations entre l'Afghanistan et la communauté internationale. Dans ce contexte, l'exclusion du personnel féminin de l'ONU recrutés sur le plan national des locaux de l'ONU nous rappelle au quotidien l'impact délétère des restrictions sur les femmes afghanes dans tout le pays. Une fois de plus, nous exhortons les autorités de facto à lever toutes les restrictions imposées aux femmes et aux filles, y compris les restrictions limitant l'accès du personnel féminin des Nations Unies recruté sur le plan national à nos locaux, ce qui est une violation de la Charte des Nations Unies. Nous constatons également des tendances généralisées de délitement des droits humains qui méritent une attention accrue. Un décret récent, le décret numéro 18 sur la séparation des époux, est une violation des principes fondamentaux de la Convention sur l'élimination des discriminations faites aux femmes, ainsi qu'une violation des droits des enfants. C'est l'un des derniers décrets et des dernières mesures, parmi de nombreux autres, qui ont pour but d'institutionnaliser un système qui s'éloigne de plus en plus des obligations internationales faites à l'Afghanistan en matière de droits humains. Je pense notamment à la détention de 30 femmes à Herat par les représentants de facto de la police de la vertu, car elles n'avaient pas respecté le code vestimentaire des talibans. Des journalistes ont récemment été arrêtés, des médias fermés, ce qui montre que la liberté d'expression est attaquée, que l'espace civique se réduit. Monsieur le Président, les relations entre l'Afghanistan et le Pakistan restent extrêmement tendues. La frontière est fermée, les incidents sécuritaires se multiplient.
et les impacts sont immédiats, comme le décrit très bien le rapport du secrétaire général. Les frontières fermées perturbent les flux commerciaux, réduisent l'accès au marché, augmentent le coût des marchandises. Ils ont des conséquences sur les opérations humanitaires et limitent l'accès aux populations vulnérables. Les pertes civiles lors d'incidents transfrontaliers, tels que décrits dans le rapport du secrétaire général et le rapport de la MANUA, montrent l'impact du conflit. De part et d'autre de la frontière, les civils payent le coût des différents politiques qui doivent être réglés par la voie diplomatique. La MANUA, une fois de plus, appelle à la poursuite des efforts en faveur de la désescalade et d'un cessez-le-feu pérenne, appelle à un accord sur la réouverture des points de passage à la frontière, notamment pour faire passer l'aide humanitaire, et appelle à un dialogue pacifique afin de régler les différends, y compris sur la présence continue de groupes terroristes sur le sol afghan, comme en a fait état l'équipe de surveillance des sanctions. Nous saluons les efforts consentis par les États membres visant à désamorcer les tensions et visant à engager un dialogue entre le Pakistan et les autorités de facto de l'Afghanistan. Monsieur le Président, s'agissant des efforts de la MANUA visant à orienter un processus politique pour parvenir à l'objectif défini dans la résolution 2721 du Conseil de sécurité adoptée en 2023, je tiens à réitérer que le dialogue ne revient pas à entériner le régime actuel et le dialogue est nécessaire pour mieux comprendre la situation, pour faciliter la communication et mieux soutenir le peuple afghan. L'engagement contribue à surveiller, endiguer les risques, atténuer les risques pour la communauté internationale. En Afghanistan, au siège et dans 8 bureaux extérieurs dans tout le pays, la MANUA et le système des Nations Unies continuent d'être une présence active, travaillent au quotidien avec les communautés et le peuple afghan cherche à satisfaire les besoins humanitaires et besoins fondamentaux, assurent un suivi, établissent des rapports sur la situation politique et des droits humains en temps réel sur le terrain. La MANUA travaille également constamment avec les autorités de facto dans le pays. Certes, des divergences importantes existent, mais il y a une possibilité de dialogue ouvert et franc. Le processus de Doha est le format actuel du dialogue sur les principales questions politiques. Un cadre multilatéral rassemblant les parties prenantes internationales et régionales afin d'engager un dialogue structuré avec les autorités de facto pour atteindre l'objectif défini par le Conseil de sécurité, c'est-à-dire un Afghanistan en paix avec lui-même et ses voisins, pleinement réinsérés dans la communauté internationale et honorant ses obligations internationales dans l'intérêt du peuple afghan. 3 ans après la première rencontre des envoyés spéciaux en Afghanistan, des progrès ont été consentis sur une approche globale au service du peuple afghan et des objectifs de la communauté internationale. Toutefois, il faut faire davantage, comme le dit le rapport du secrétaire général. Nous faisons l'écho de l'appel lancé par le secrétaire général aux participants du processus de Doha afin qu'ils continuent de participer à cette approche visant à appuyer la réinsertion à terme de l'Afghanistan. Les autorités de facto sont invitées à créer un mécanisme structuré de travail avec la MANUA. Les États membres, dans leur contact avec les autorités de facto, devraient continuer de préciser que la réintégration reste possible par le truchement de mesures concrètes équilibrées dans la coopération pour instaurer la confiance et régler les questions en souffrance qui empêchent l'Afghanistan de revenir dans le giron de la communauté internationale, notamment la nécessité impérieuse d'honorer les engagements internationaux. La MANUA reste déterminée à atteindre l'objectif défini par le Conseil de sécurité pour l'Afghanistan. Un dialogue constant est essentiel, de même qu'un travail pragmatique fondé sur des principes, même lorsque les progrès
sont progressifs avec une patience stratégique, une diplomatie cohérente et coordonnée et un dialogue ouvert, des progrès peuvent être faits dans